allez, il faut se lancer. Alors, formation de formateur, ça veut dire quelque chose? Non, rien du tout. Même avec 30 ans de parcours derrière, je crois que la première chose que j'ai apprise, c'est, quel que soit le groupe, quel que soit l'animateur, c'est pas une question d'être publié ou pas publié, d'être reconnu ou pas reconnu. C'est juste savoir exprimer ce que soi on cherche dans l'expérience. C'est pas vertical, c'est au contraire à la même table ou dans la même pièce et savoir énoncer, même si c'est progressif, même si c'est encore en cours de route, ce que soi-même on reçoit des écritures, des expériences. J'ai même été jusqu'à parler parfois de pacte. Si c'est clair ce qu'on découvre de soi-même ou en soi-même pour l'écriture par le travail collectif, peu importe sur quoi il s'appuie, il y aura toujours justement quelque chose d'autoréflexif. Vous proposez quelque chose à partir de Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, ça ne les intéressera pas forcément. Mais de voir comment vous négociez d'un texte que vous lisez, d'une technique d'écriture particulière, d'un certain rapport au monde qui en découle, eh bien, ça devient lisible par cette autoréflexivité. Et là, on a constitué la possibilité de chemin. Pour moi, l'atelier d'écriture n'a toujours eu qu'un seul objectif, c'est éjecter les participants, étudiants ou pas, ou à n'importe quel niveau, qu'au terme de l'expérience, ou à un moment d'une expérience qui, elle, se continue, on puisse se dire au revoir. Mais que la personne, quand elle s'en va, eh bien, ce soit dans une autonomie. C'est-à-dire comment s'installer, se mettre au travail. Et la question du travail, c'est toute la chaîne du travail. Même dans la posture vis-à-vis du réel, même le détachement, ou l'attente ou le ralentissement de soi par rapport au réel, et puis la notation, la documentation, et puis les routines de travail, les routines de lecture. Vous voyez, tout ça, c'est tout de suite immense, et évidemment, il n'y a aucune loi commune. Alors, j'ai varié un petit peu mon cadre là dans mon bureau. Justement, j'ai voulu compenser le trac en me mettant devant ce qui est pour moi l'outil qui s'est constitué petit à petit, mais qui est devenu un peu principal. C'est ici, c'est Schoenagon, ici il y a Georges Perec, ici il y a Claude Simon, Coltès, ici il y a Marguerite Duras, ici il y a Daniel Colobert, c'est-à-dire une bibliothèque. Alors est-ce que la médiation par la lecture, elle aussi, est obligatoire? Non, on peut faire des choses magnifiques sur les perceptions. Des danseurs font de magnifiques ateliers d'écriture. On peut travailler sur le corps en mouvement, sur mâcher des mots, en improviser à mesure qu'on marche dans une salle. Il n'y a aucune loi. Par contre, moi, petit à petit, je crois que si j'ai trouvé mon équilibre à partir de ça, à partir du moment où j'ai compris que la bibliothèque de lecteurs, par exemple les livres extrêmement au sommet de Borges, je ne sais pas les utiliser en atelier d'écriture. Les nouvelles de Julio Cortázar, qui sont pas, peut-être pas, c'est pas une question d'ambition, qui sont dans un fonctionnement plus accessible que Borges, eh bien, j'en ai souvent fait des galeries, des marches pour aller dans l'écriture. C'est toutes ces questions qui sont une sorte de magma qu'on peut travailler ensemble. Pour moi, si je me lance là, au bout de 30 ans d'atelier, dans quelque chose qui ose s'intituler formation de formateur, c'est que dans ce mouvement de le démêler ensemble, peut-être apparaîtront de façon flottante des questions, et que ces questions, là où vous êtes, dans votre propre pratique, dans votre propre chemin, vous pouvez vous en saisir. Alors comment ça a commencé pour moi? Des ateliers d'écriture. Le premier que j'ai fait, je ne savais même pas que ça s'appelait atelier d'écriture. Ensuite, il y a eu une expérience justement dans un lycée à La Courneuve, une prof, Danielle Portugal, qui me propose de venir
rencontrer les élèves. Et là, moi, cette espèce de... Je publiais des bouquins déjà depuis plusieurs années. Je disais, mais moi, c'est eux que j'ai envie d'entendre. Et si on les faisait écrire? Et c'est parti comme ça. Ensuite, il y a eu 2 ans, 3 ans, les expériences ont commencé de s'accumuler. Et j'ai eu une invitation de quelqu'un qui s'appelle Deta Adorn Planta, qui vit à Bienne, ville bilingue, et qui m'a proposé de venir une pleine semaine dans le Jura suisse. C'était magnifique. C'était un bâtiment tout vitré en pente. Au-dessus, c'était la forêt. En dessous, des vaches. À côté de nous, à la cantine, un groupe de la police. Là encore, eux aussi, ils se formaient. Et puis, moi, on était à une quinzaine des profs de français, de littérature, de langue française, mais dans la Suisse alémanique, germanophone. C'est là, tous les jours avant, se dire comment j'organise, on va être 5 jours, on écrira le matin 2 fois, on se retrouvera une fois dans l'après-midi, parfois on se fera des séances nocturnes. Comment ça va avancer? Comment je choisis? Qu'est-ce que je propose? Comment les exercices qu'on propose peuvent résonner justement pour que... C'est pour ça que j'ai appelé ce cycle aussi progression. On fasse une chose, une autre chose plus compliquée, qu'on associe une réflexion sur la syntaxe à un regard sur le thème, et puis une aventure d'auteur. Ça, on va en reparler beaucoup plus directement à chaque fois, et que ce ne soit pas simplement essayer un truc, essayer un autre, mais ce soit fabriquer au milieu cette espèce de pâte, de boule autonome qui vous permet ensuite d'aller cheminer seul. Plus là, une autre contrainte, et j'ai eu la grande chance avec Patrick Souchon d'être invité à animer, pas tout seul, ce qu'on appelait atelier annuel d'écriture. Ça, on l'a fait presque pendant 10 ans. On était nomades au théâtre du Rond-Point, au théâtre de Malakoff, à la Bibliothèque nationale. Et l'idée, c'était que, là encore, une vingtaine d'enseignants, une fois par semaine, et pas forcément des enseignants de littérature ou de français, non, ça pouvait être documentaliste, ça pouvait être prof de gym ou de maths, même s'ils étaient trop rares. Et avec les enseignants suisses, comme avec... les profs de l'Académie de Versailles, il y avait cet autre critère. Travailler ensemble, oui, mais comment eux travaillent avec leurs élèves et comment on peut établir le pont entre les deux. Alors comme j'avais un peu la trouille, je me suis dit, je vais tenir des choses dans les mains. Quand j'ai fait cette semaine en Suisse, je me suis efforcé pendant qu'eux écrivaient de faire des petits résumés. C'est la première fois que je fais ça. Résumé de ce que je viens de leur proposer. Et puis, des petits extraits, des textes que je donnais et qu'on photocopiait. Et puis, à la fin de la semaine, on avait un petit polycope, 50, 60 pages. On savait bien faire les petits polycopes à l'époque. Deuxième aventure. Ensuite, je travaillais mon livre sur les Rolling Stones avec un éditeur, Olivier Bétourné, chez Fayard, qui venait de reprendre une maison qui s'appelle Les 1001 Nuits. Vous savez, ces tout petits volumes, à l'époque, pouvaient être vendus 2 €, 4 €. Et l'idée d'Olivier, c'est de dire, mais si ces tout petites choses-là, format poche, à 2 €, on s'en servait pour la littérature contemporaine. Waouh, moi j'ai trouvé ça génial comme idée. Et je lui dis, ah mais justement, par exemple, mon petit polycope de 60 pages sur des exercices d'atelier d'écriture, eh bien, ça pourrait faire l'affaire pour cette collection. Et puis, quelques semaines plus tard, changement, enfin, 1001 Nuits avait sa direction particulière, c'était plus Bétourné. Et là, il me dit, mais le polycope, et si on en faisait un livre? Et c'est devenu, en 2000, avec une autre version en 2005, ce livre qui continue de se diffuser, de se vendre. Tous les mots sont adultes. J'ai bien pensé un moment le remanier, refaire encore une version, mais je crois que c'est moi tel que j'étais il y a 20 ans et que ça ne se touche pas. Alors il y a des choses auxquelles je suis resté complètement fidèle, et puis d'autres, à mesure que justement j'ai exploré par Internet,
bien, c'est devenu d'autres rouages, une vision quand même peut-être plus synthétique. Là, il y a un chapitre exercice pour le théâtre. N'empêche, de toute façon, puisqu'on est ensemble, vous avez un dossier, vous avez le PDF de ce livre. On est dans un chantier. Alors, ce que j'ai apporté aussi, parce que j'avais un peu la trouille, c'est un monsieur qui s'appelle Schradiek, un monsieur qui s'appelle Feuillard, un monsieur qui s'appelle Vacaille. Eh ben, les musiciens, eux, ils n'ont pas peur de ça. Schradiek, par exemple, au violon, c'est les exercices dans les différentes positions. Mais vous en avez un autre qui s'appelle Wolfart. Et lui, tout ce qu'il a fait, c'est des exercices qui concernent uniquement l'archet. Par exemple, les exercices pour le poignet, les exercices pour le coude, les exercices qui sont la longueur du bras, les exercices encore beaucoup plus simples qui sont un doigt de la main gauche se colle à un doigt de la main droite et puis essaye de lui échapper. Et puis ça, c'est Yehudi Menuhin qui faisait cet exercice-là tous les jours. Essayer que le doigt de la main gauche se débarrasse du doigt de la main droite qui le suit. Quel rapport avec la musique à son extrême, quand un musicien joue les sonates d'Isaïe ou quand un violoncelliste reprend les sonates de Bach. C'est pas direct, mais en musique, on n'a pas peur de ça. Et moi, je pense que c'est devenu un petit peu ma métaphore principale. Quand on écrit, on ne sait pas ce qui se produit. L'écriture se révèle à mesure que vous avancez. Et dans cet imprévu, dans cet inouï, dans ce qui, là, se fabrique parce que vous écrivez, parce que vous êtes dépossédé de vous-même dans la totalité de simultanéité de ce qui se passe, c'est évidemment très compact. Et ce qu'on peut en tirer, en relire même, c'est rétrospectif. Mais cette espèce de pâte compacte, on peut tirer des éléments et les sentir comme élastiques. C'est-à-dire qu'on les tire, on les sépare de l'ensemble, presque jusqu'à ce qu'ils tremblent. Et puis là, dans ce tremblement, vous ne le séparez pas complètement de la pâte. C'est pas un travail de laboratoire, c'est pas un travail d'aller prendre une pipette et puis d'aller travailler là sur... Non, ça j'aime pas, ça c'est plus les expériences du côté de l'écriture à contrainte. Avec le paradoxe, c'est que ce qui se passe avec Oulipo, par exemple, sur le développement des contraintes, ça amène à des éclats de littérature qui sont pleinement littéraires, eux aussi. Pas d'hiérarchie. Par contre, moi, ce serait ma technique. C'est-à-dire, on va prendre 10, 12, 6, 8, 15 points particuliers qui font partie de cette simultanéité, de ce fonctionnement compact, global de l'écriture, mais on va les considérer dans cette distension, juste comme si tout ça restait fixe, et puis que ça, cette chose-là, ce point particulier, on allait examiner comment lui fonctionne. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu commencer d'utiliser une bibliothèque. Par exemple, Georges Perec, oh là là, à l'époque, tout le monde savait faire des Je me souviens. Et puis ce livre est formidable, on fait de très belles choses avec Je me souviens. Mais bon, on le fait une fois, quoi. Par contre, espèce d'espace, là, des exercices d'écriture, il y en a 5, il y en a 10. Mais quelle question ça pose? Par exemple, quand il est arrivé que Perec passe dans le programme scolaire, ça a été la disparition. Ce livre sans E, ou dans l'enseignement supérieur, la vie mode d'emploi, c'est formidable, la vie mode d'emploi. Mais espèce d'espace, est-ce que vous l'avez vu utiliser? Et c'est là pour moi a commencé cette autre réflexion. C'est-à-dire que dans le chemin des auteurs, dans les auteurs qui sont les plus proches de ce qu'on essaye de développer, les livres qui vont nous servir à ces passerelles, à ces courts-circuits d'écriture, c'est pas ceux de la lecture en général, ni de ce sur quoi s'appuie l'enseignement. C'est une bibliothèque spécifique à l'atelier d'écriture. Et où là, entre animateurs d'atelier d'écriture, on va retrouver les mêmes partages, alors même que nos techniques d'approche ou nos propositions sont totalement différentes. Il s'est rajouté quelque chose? Oui, il se rajoute quelque chose. Par quoi je peux commencer?
Ben, la vie de Georges Perec. Est-ce que la vie de Georges Perec détermine la richesse de son aventure? Non. Mais que je sois avec des gamins de 10, 12 ou 15 ans en collège, j'ai même travaillé avec des CE2, que vous soyez avec des jeunes détenus, ça m'est arrivé. Ou ça, c'était à Bordeaux, les jeunes détenus, c'est à Gradignan. C'était l'après-midi, et le matin, j'étais avec des gars de leur âge, étudiants en maths ou biologie, à la fac de sciences. Et je faisais les mêmes exercices. Et ben, ce sur quoi je m'appuie, bien sûr, ça va être 2 pages que Perec appelle exercices pratiques au pluriel. Mais en quoi sa nécessité à lui l'amène à faire ces exercices ou à proposer ces exercices? Et dans ce rapport de nécessité, il y a l'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme avec son chemin de lecture, de pratique, de rencontre. Et ça, pour moi, ça a été un élément aussi fondateur. Comment la littérature est récit, mais elle est aussi le récit de celui qui l'invente, ou celle qui l'invente, ce récit. Par exemple, les auteurs, on les voit toujours depuis l'œuvre achevée. Eh bien, nous qui commençons à travailler, ou qui accompagnons des étudiants ou un groupe qui commence son travail, eh bien, c'est très souvent dans comment un auteur se rejoint lui-même dans les premières étapes de son travail. Et ce rouage, pour moi, aussi, a été constitutif. Et là, je suis presque au bout. Vous voyez, on commence déjà à mieux voir. C'est-à-dire, il y a cette compacité de ce qu'on avance, et en se disant que le but, au terme du parcours, quel que soit le nombre d'étapes de ce parcours, ce soit que la personne avec qui on a travaillé puisse s'installer dans son travail et être capable de tenir dans ce qui va surgir. Tenir, relire, comprendre pour l'amener à la forme achevée, ou en tout cas à l'œuvre qui continue de se créer et d'avancer. Et dans cet élément compact, duquel on va tirer jump, 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 c'est quoi? C'est une technique? Non, c'est une relation au réel, une relation à la syntaxe. Des fois, les éléments de la syntaxe vont dominer ou engendrer. D'autres fois, ce sera l'expérience du réel qui va fabriquer la distension. Et ces histoires d'auteurs, en quoi elles sont intéressantes? Je tire, par exemple, là, de cet endroit de ma bibliothèque, les 4 livres, il y en a 5, mais l'autre, il n'est pas là, d'Édouard Levé. C'est que, est-ce que lui, Édouard Levé, se positionne sur ce paramètre pour sa technique? Non. Lui, il est pleinement dans son écriture. Mais il est pleinement dans son écriture en ce point précis d'arbitraire. C'est-à-dire que quel que soit ce que je cherche, moi, à distendre et à examiner, l'oralité avec Nathalie Sarraute, l'image ou le statut de la photographie avec Claude Simon, la question du monologue et du temps référentiel nul avec Bernard-Marie Coltès. Je sais raconter pourquoi Coltès est arrivé à cette forme. Mais Coltès, quand il maîtrise cette forme, quand il utilise cette forme pour un texte aussi flamboyant que La nuit juste avant les forêts, lui, il s'occupe de littérature, il ne s'occupe pas de l'artefact technique impliqué dans le texte qu'il écrit. Et là, pour moi, ça a été vraiment la bascule fondatrice. C'est-à-dire, nous, on distend techniquement, mais à chaque fois, on va aller chercher un auteur pour lequel cette chose-là participe de la nécessité et non pas d'une contrainte formelle. Et je suis presque au bout de ce petit prologue au parcours qu'on va mener ensemble. Ce que j'ai retiré là, de la bibliothèque, L'île déserte de Gilles Deleuze, c'est pas ce qui nous intéresse là, c'est ces 2 tomes. Un livre qui s'appelle Cinéma, 1, l'image mouvement, et Cinéma, 2, l'image temps. Il y a même une bizarre qui est le premier, Cinéma, ici, puis c'est 1, l'image mouvement, et là, Cinéma 2, l'image temps. Je me fais gaffe. C'est pas grave. Mais ce que j'ai trouvé, voilà, tenez, regardez,
petit paquet de notes. Il faut que je le relise, ça. En admettant que ça soit intéressant. C'est-à-dire, c'est une fois que j'étais déjà, moi, dans ce chemin et ces appuis, que j'ai compris, avec Gilles Deleuze, qu'est-ce qui les organisait. C'est-à-dire, c'est quoi l'image-mouvement et l'image-temps? C'est une histoire? Non, c'est une description du cinéma. Mais une description du cinéma où on va prendre qu'est-ce qui vous donne l'envie de cinéma, qu'est-ce qui vous donne la gestation de l'intuition ou des grandes formes de votre cinéma. Il y a, de l'autre côté, la réalité que vous filmez, et puis, est-ce que c'est la même selon que vous organisez ce qui va être vu à travers le cadre qui définit l'écran, ou la même image et la même durée, si c'est le spectateur qui voit ce même cadre de l'écran. Et la réalité, est-ce qu'elle est la même selon qu'elle est brute ou que vous la préparez en fonction du film que vous faites? Et ce qui est fascinant dans Deleuze, c'est que pour chacun de ces points qui interviennent, qui sont tous présents dans chaque film, quelle que soit la démarche, il va prendre un cinéaste, un grand film, qui lui s'établit précisément dans sa nécessité propre à cet endroit précis de l'ensemble des paramètres. Et donc c'est un petit peu par Gilles Deleuze, image-temps, image-mouvement, que ce que j'avais appréhendé de façon pragmatique, c'est devenu une sorte de linéarité. Ce mot description que j'aime tant. Vous savez, Gertrude Stein, affinité pour la description, ou la question des paysages, tout ça. C'est des myriades de choses qu'on a à développer. Et on ne va pas faire quelque chose d'exhaustif. Ceci dit, on pourrait faire une sorte d'encyclopédie visuelle de ces directions, de ces exercices. Alors, retour à la bibliothèque. C'est ce coin-là qui est là. Attendez, ça sort du cadre, ça sort du cadre. Non, même pas. Voici Antonin Artaud, L'ombilique des limbes et le Pesner. Et voici Francis Ponge, Le parti pris des choses, La rage de l'expression. Et là, pour moi, ce sera l'exemple, avant qu'on commence le vrai travail. Et vous voyez, en plus, poésie Gallimard, celui-ci est à peu près correct. J'ai aussi le quarto qui est plus solide, mais dès que vous l'amenez en séance d'atelier, il se défait, il éclate. Et donc, quasiment toutes ces années, chaque année, j'étais obligé de m'en racheter un nouveau. Vous ne pouvez pas entrer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait Artaud? Ça, c'est bien un exemple, tenez. Dans la belle page, vous avez 3 lignes. C'est quoi les 3 lignes? Se retrouver dans un état d'extrême secousse, éclairci d'irréalité avec dans un coin de soi-même des morceaux du monde réel. Et puis sur la page inverse, eh bien, il développe tout ce qui pour lui est dans l'intérieur de la fulgurance de ces 3 phrases. C'est-à-dire dans le moment de la perte de conscience, le moment de la cessation du langage, le moment de la paralysie, le pauvre, tout ça c'est sa vie. Et on y reviendra, on va vite travailler sur Antonin Artaud. Eh bien, il y a ces 3 lignes, ces 2 lignes et demie, et ça tient du cri, mais c'est ce qu'on écrit au contact même de l'expérience. Et puis, ensuite, on va le développer. Penser sans rupture minime, sans chose trappe dans la pensée, sans l'un de ces escamotages, etc. Et là, il y a ce développement. C'est-à-dire qu'Antonin Artaud, si je reprends mes 2 volumes de Deleuze, Image-temps, Image-mouvement, il est à l'endroit même de la profération, du besoin de profération, de ce qui nous mène, quand tout est impossible à cause des crises, de l'angoisse, ce qui fait qu'il y a encore appel vers le langage. Ça fait peur? Oui, ça fait un peu peur. Mais ça aussi, quel que soit le public. Si vous leur dites « avec ça, ça triche pas, avec ça, ça joue pas », eh bien, ils le comprendront. Et ils travailleront. Et ça va être ça, ce court-circuit. Et puis ensuite, vous les aurez emmenés là, avec le Pesner, et ce qu'ils auront écrit eux-mêmes, ils n'auraient jamais supposé que ça existe à l'intérieur de soi-même. Ça, pour moi, c'est un grand mystère des ateliers d'écriture. C'est-à-dire, ces gens-là, on les prend parce que, historiquement, ils ont ouvert une pièce supplémentaire à la littérature.
Mais ces pièces supplémentaires, on les contient déjà à l'intérieur de nous. Simplement, on écrit à partir de ce qu'on sait des pièces habituelles de la maison. Et puis vous, tout d'un coup, eh bien, vous les appelez de l'autre côté d'une porte, ils arrivent tout, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et puis, ça y est, ils sont installés dans la pièce vide, et la pièce, elle est plus vide. Ils ont découvert leur écriture dans ce lieu qu'ils ne supposaient pas. Et ça, je crois que quel que soit le groupe, le stage, même au bout de 30 ans, quand vous apportez Artaud pour la première fois auprès de jeunes de 20 ans, il n'y a pas de lassitude. Mais entre nous, comprendre mieux, décortiquer mieux, et ça aussi, par exemple, vous en faites quoi des textes? Est-ce que c'est vous qui les lisez? Est-ce que là, par exemple, pour Artaud, on va simplement faire lire chacun son tour autour de la table? Ou bien on va se positionner dans l'espace et on va... Et cette utilisation, comment on le transcrit? Ça, là, on peut aller dans le partage d'expérience. Et mon Francis Ponge, qu'est-ce qu'il fait dans le parti pris des choses? Ça aussi, je ne vais pas raconter l'histoire. On va le faire tout bientôt. Mais vous vous souvenez, le texte sur le galet, 2 pages et demie. Il se fait bouler de ses 27 ans, 1927, à ses 35 ans, 1935. Vous ne croyez pas que c'est long, de 27 ans à 35 ans, quand on n'a jamais publié de livre, encore? Et qu'au lieu d'écrire autre chose, on s'obstine dans cette même première écriture. Pareil, on va y aller voir tout bientôt. Mais pendant ces 8 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il se justifie. Et donc il va écrire Introduction au galet, qui est quasiment plus long que le texte initial. Et là, il découvre son système. C'est-à-dire, je désigne une chose. Entre la désignation et la chose, il y a toujours un espace. Mais si je multiplie ces désignations, l'espace de mes désignations, l'espace de ce en quoi chaque désignation va manquer la cible de ce qu'elle nomme, eh bien cet espace l'enveloppe, crée une empreinte. Et cet espace devient lui-même une relation à la chose. Une figue de parole, et pourquoi? Eh bien, Artaud et Ponge, on est aux 2 extrémités de la chaîne. La chose, totalement muette, opaque, le galet, la pierre qui est là. Et de l'autre côté, l'intuition, le cri, et puis au milieu, eh bien, toutes les formes narratives. Une fois, je vais m'arrêter là-dessus. J'ouvre un livre de français. Quelquefois, on reçoit ce genre d'anthologie, etc., tout simplement parce qu'ils ont mis 10 lignes d'un texte à vous, puis que vous êtes censé tirer ça à honneur. Et il y avait une page, alors c'était la mode maintenant, exercice d'écriture, quand ils disent pas écriture créative. Et ça commençait comme ça. Chacun sait que le dialogue est la forme la plus facile de la langue. Alors, comment on travaille le dialogue? Comment on peut l'appréhender? Par la dissymétrie, par celui qui se tait. Comment on peut faire un dialogue avec personne qui parle? Vous savez, c'est les exercices que j'avais essayé de rassembler dans ce petit truc là, outil du roman, pour jouer un peu avec les formes américaines. Eh bien, tout cet espace des différentes formes narratives, la question de l'image, de l'image photographique, de l'image littéraire, la question du mouvement dans l'image, eh bien ça, c'est ce qu'on va déployer entre Antonin Artaud, à un bout de la chaîne, et Francis Ponge, tout à l'autre bout. Et c'est ça que je souhaite qu'on explore ensemble. On va vite oublier que ça s'appelle formation de formateur.